grands risques, deux gros risques qu'il faut savoir anticiper, évaluer et régler le plus tôt possible. C'est le risque d'être dans l'incapacité de gérer ses affaires, son patrimoine, de perdre peu à peu, soit par la maladie, soit par des maladies neurodégénératives, soit par la vieillesse, de perdre la capacité à s'occuper de ses affaires, et ça peut aller vite. Il faut plus savoir régler ses factures, plus savoir payer ses impôts, les payer 2 fois. Avoir du mal, parce qu'on est fatigué, à prendre des décisions importantes pour gérer son patrimoine. Et puis, le deuxième risque, c'est le risque de la capacité financière, ce que j'appelle le risque de mourir trop tard. C'est-à-dire le risque de ne pas avoir finalement suffisamment de ressources jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'effectivement, cette espérance de vie est opérationnelle. Alors, le risque d'incapacité à gérer ses affaires et son patrimoine, je pense qu'il est important de s'organiser tôt pour ne pas subir. Donc, s'organiser tôt pour ne pas subir des mesures qu'on n'a pas choisies, qui sont la sauvegarde de justice, qui sont la curatelle, qui sont la tutelle, qui sont des mesures effectivement dictées par le juge et qui arrivent parfois dans les familles sans qu'on les ait anticipées. Et pourtant, il y a des moyens de faire beaucoup mieux. Alors, une première étape, c'est la mise en place des procurations. Elles peuvent se faire évidemment sur les comptes bancaires, sur les comptes d'épargne. Elles peuvent se faire aussi sur les assurances vie, mais attention, il faut un mandat spécial. Particularité pour un acte tout à fait spécial, mais la plupart des compagnies d'assurance l'acceptent, en l'occurrence. Alors toutefois, mettre en place des procurations, il y a des limites. D'abord parce que ça n'exonère pas le mandat de sa responsabilité, notamment si le compte devient éditeur. Évidemment, il n'y a pas de contrôle, donc ça nécessite une bonne entente familiale, et ça nécessite que la personne qui a les procurations rende compte régulièrement à la famille, explique ce qu'elle fait. Et puis, les procurations, c'est quand même relativement inadapté quand on a besoin de faire des opérations financières un peu importantes, quand on gère un patrimoine conséquent. Alors, il y a un outil qui est pas très bien connu, qui commence à l'être doucement, c'est le mandat de protection future. Donc, c'est un outil qui a été instauré par la loi de la réforme des tutelles, la loi du 5 mars 2007, et qui est vraiment en vigueur depuis janvier 2004. Et ça va permettre à une personne, donc le mandant, de désigner à l'avance là où les personnes, donc on appelle des mandataires, et qui seront chargés de veiller sur la personne, ou sur ses biens, ou sur les biens, pour le jour où elle ne sera plus en état physique ou mental de le faire seule. Alors on peut le faire de plusieurs façons, donc c'est un contrat qu'on signe pour le futur. Peut-être qu'il ne s'appliquera jamais, mais on prévoit, tant qu'on est en bonne santé mentale et physique, on prévoit que à un moment, on décide que une personne bien désignée s'occupera de nous et s'occupera du patrimoine. Donc on peut le signer soit sous sein privé, vous avez un formulaire qui se trouve sur le site des impôts. Donc il y a un formulaire, on peut le faire sous sein privé, ou alors, mieux, on le fait chez un notaire. Notamment si on le fait chez un notaire, ça va permettre à la personne qui reçoit le mandat de pouvoir faire des actes de disposition, etc. Pas uniquement des actes de gestion, alors qu'effectivement, sous sein privé, c'est uniquement des actes de gestion. Donc ce mandat, il va prendre effet uniquement, effectivement, quand un médecin qu'on va solliciter, il y a une liste de médecins qui est établie par le procureur de la République. Quand le médecin aura constaté effectivement le fait que la personne ne peut plus s'occuper de ses affaires, celui qui reçoit le mandat va pouvoir aller au greffe du tribunal d'instance et dire voilà, j'ai une attestation du médecin, la personne ne peut plus s'occuper de ses affaires, j'ai un mandat qui me donne autorisation pour moi gérer ses affaires, et le mandat se met en place. Alors évidemment, ce mandat il fait l'objet d'un contrôle, il fait l'objet d'un contrôle du notaire si jamais on a fait le mandat chez le notaire. Il va falloir lui rendre des comptes tous les ans sur la gestion. Et puis, à tout moment, une personne de la famille va pouvoir demander au juge des tutelles de contrôler le mandat si jamais il s'aperçoit que le mandat est mal exécuté et qu'il y a des soucis. Le mandat, on peut le donner à n'importe qui, on peut le donner à qui on veut. On peut le donner évidemment à un membre de sa famille, mais on peut aussi le donner à un tiers. On peut aussi mettre une personne morale. Il y a une liste là aussi qui est établie d'organismes qui sont habilités à recevoir, à pouvoir faire des mandats litigieux. Donc la question se pose de pouvoir assurer des revenus longtemps pour financer sa vieillesse ou sa dépendance.
La baisse du taux de remplacement de retraite. Aujourd'hui, un cadre part à la retraite avec 50% de son dernier salaire, c'était encore 65% il y a 15 ans. Et puis la baisse des rendements des placements, évidemment, il y aura la baisse des rendements des fonds en euros, font que quand on puise dans son capital, on ne sait pas combien de temps finalement on va pouvoir, combien de temps on a devant soi pour finalement épuiser son capital. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit un retour intéressant des formules de rente, qui ont aujourd'hui toute leur importance, parce qu'une rente, c'est la certitude d'un revenu. Un capital, il faut le faire avec la conjoncture financière, il faut le faire avec la conjoncture économique, il faut le faire avec la fiscalité, et on n'a pas de certitude sur la durée de vie qu'on a encore devant soi, alors que la rente, c'est la certitude du revenu. Et puis, pas de souci de gestion. Un capital, il faut le gérer, il faut faire des arbitrages, il faut suivre. La rente, c'est l'assureur qui gère. Une fois que c'est mis en place, la gestion, elle se fait toute seule. Alors évidemment, cette sérénité, elle a un prix, il faut renoncer au capital. Alors, ce qui est important à mon sens, c'est là aussi, dans le cadre d'un bilan patrimonial, aux alentours de 60-65 ans, commencer à se poser la question, sur l'ensemble des assurances vivantes, sur l'ensemble de son patrimoine, qu'est-ce que je garde pour mes héritiers? Qu'est-ce que je mets de côté en me disant ça, c'est pour la succession? Qu'est-ce que je mets de côté en capital pour pouvoir puiser de temps en temps? Et puis, qu'est-ce que je mets en rente? Quelle part de mon patrimoine je mets en rente pour assurer sur du très très long terme des revenus complémentaires? Alors, il y a des solutions qui permettent, on n'a pas vraiment le choix, on a forcément une rente. Tous les contrats d'épargne retraite, donc les Madelin, les articles 83, les pertes en grande partie, ont une sortie en rente. La question ne se pose pas. Mais la question peut se poser pour d'autres produits d'épargne qui offrent sur option une sortie en rente. Je pense par exemple au PEP, que certains d'entre vous ont peut-être encore par chance, on ne peut plus en souscrire, le PEA, et puis l'assurance vie. En sachant qu'il y a une fiscalité qui est quand même relativement sympathique, parce que pour autant, toutes ces solutions de rente viagère qui viennent des solutions d'épargne retraite sont, elles, fiscalisées comme une retraite, donc avec un abattement de 10%. Autant les rentes qui sont issues des produits d'épargne, elles bénéficient d'un avantage fiscal intéressant, puisqu'en fait, il n'y a qu'une toute petite partie de la rente qui est fiscalisée. En gros, après 60 ans, c'est 30%, pas 69%. Les assureurs ont fait de gros efforts ces dernières années pour mettre en place des options de rente intéressantes. Autrefois, on avait la rente et puis éventuellement on avait la réversion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de souplesse pour trouver des rentes adaptées avec des taux de réversion différents, avec des principes d'annuité garantie, parce que ce dont on a toujours peur quand on transforme un capital en rente, c'est de se dire, bah oui, mais si je décède au bout de quelques mois, c'est bête, c'est l'assureur qui a tout gagné. Et en fait, avec les systèmes d'annuité garantie, vous êtes sûr que les annuités qui ont été définies seront versées jusqu'à la fin, sur votre tête ou sur la tête d'une personne. On est sûr effectivement qu'elle sera toujours versée. Et puis, vous avez aussi, maintenant, ce qui se développe bien, c'est le système des rentes différenciées. C'est-à-dire, on peut décider de prendre une rente relativement faible au début, parce qu'on n'a finalement pas beaucoup besoin de revenus en début de retraite, et puis avoir une rente plus importante plus tard, pour financer notamment une dépendance. Alors, des systèmes de rente viagère, on peut en faire par d'autres moyens, et notamment le viager, qui revient en force. Alors bon, ça ne fait pas encore des millions et des millions de ventes tous les ans, on a à peu près 5000 ventes par an en viager, mais quand même, c'est qu'il y a un produit qui devient, c'est une solution qui est vraiment décomplexée. Ça a eu pendant longtemps très très mauvaise presse, en mémoire des histoires cocasses sur Jeanne Calment et le notaire qui est mort avant Noël, par exemple. Et puis bon, ça traînait toujours effectivement un petit côté, parier sur la vie des gens, parier sur la mort, c'est pas très bien vu. C'est en train de changer parce que les revenus de retraite baissant, les retraités aujourd'hui ont de moins en moins de scrupules, entre guillemets, à vendre leurs biens en viager. D'ailleurs, beaucoup d'institutionnels ne s'y seront pas trompés. La Caisse des dépôts, par exemple, l'année dernière, a lancé un fonds viager pour d'autres institutionnels. Et puis, une société de gestion, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Notre Aventure, a aussi, par exemple, propose à sa clientèle une souscription d'un fonds viager. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas s'interdire de regarder, parce que ça peut présenter un certain nombre d'intérêts. Et puis, ça présente le fait d'avoir déjà un capital tout de suite, un bouquet, d'avoir une rente certaine,
d'avoir du coup des charges un peu moins importantes, hein, parce que c'est celui qui achète le DG qui supporte la plupart des charges. Donc ça permet d'avoir une bouffée d'air pour avoir des revenus complémentaires. Et puis dernier outil qui est là aussi qui se développe, qui est le fait d'assureurs un peu spécialisés, mais ce sont les garanties dépendance, c'est-à-dire des contrats qu'on souscrit. Alors il ne faut pas les souscrire trop tard, hein, parce qu'évidemment plus on les souscrit tard, plus c'est cher, mais 60-65 ans, on peut imaginer souscrire un contrat dépendant. C'est un contrat donc, qui va se mettre en place, qui va déclencher une rente à partir du moment où on va devenir dépendant. Alors, dépendant partiel ou dépendant total, avec des grilles qui sont effectuées par l'assureur. Donc pour finir, je vais aller vite, mais pour finir, vraiment effectivement, 60, 65 ans, 70 ans sont des âges importants pour prendre ces décisions. Tant qu'on est encore en pleine forme, tant qu'on a encore la possibilité de faire des choix, il ne faut pas se priver de faire ces choix-là. Choisir la personne ou les personnes qui vont s'occuper de notre santé, de notre patrimoine quand on sera plus en capacité de le faire. Et puis choisir les bons outils pour générer des revenus complémentaires sans souci jusqu'à la fin de sa vie. Donc évaluer, anticiper et puis venir nous voir. Je vous remercie.